Euh, Bonjour, mon nom est Benoît Saint-Pierre. Je suis impliqué dans le mouvement des usagers depuis quelques années, particulièrement en tant qu'intervenant par aidant. J'ai eu la chance, des super opportunités de pouvoir travailler comme intervenant par aidant depuis 2011 en fait, en partant par un programme de recherche qui s'appelait Projet chez soi, qui était un programme de recherche national dans 5 villes canadiennes, dont Montréal, où on travaillait avec des personnes en situation d'itinérance et on leur offrait un logement subventionné, dans le privé plutôt, et une équipe clinique pour les aider à réintégrer la communauté. Par la suite, je me suis retrouvé pour le CHUM, à l'hôpital Notre-Dame, où j'ai été beaucoup dans la clinique externe. J'ai fait un peu aussi de l'interne. Je me suis retrouvé par la suite dans une nouvelle équipe qui ont formé là-bas, parce que au CHUM, qui est maintenant rendu au CIUS du centre-sud de l'île de Montréal, où il y a la partie psychiatrie urbaine, qui ont parti, dans le fond, un suivi intensif itinérance, où ce que je me suis trouvé dans une équipe qui ressemblait un peu au projet chez soi, mis à part les subventions ou les programmes de supplément au loyer que les personnes n'avaient pas. Donc, c'était un petit peu plus difficile de les maintenir en appartement. Par la suite, je suis allé, il n'y a pas si longtemps, j'étais à l'Institut universitaire en santé mentale, dans une équipe SIM qu'on appelle la BOBPACT, qui est une équipe de suivi intensif dans le milieu. J'ai mon collègue René Marc qui est en ligne aujourd'hui, qui était dans une autre équipe. Moi, j'étais dans l'équipe PAC 2, PAC 1, lui était dans l'équipe PAC 2, que je salue d'ailleurs. Malheureusement, on ne pourra pas prendre de cigarettes ensemble aujourd'hui. Mais bon, c'est ça. Et depuis 5e semaine? Depuis 5 semaines, je suis retourné à l'hôpital Notre-Dame, dans le fond, qui était géré par le CHUM, qui est maintenant géré par le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal, où je suis retourné comme par aidant. Moi, je me trouve présentement plutôt à la clinique externe générale. Jean-Félix, que vous avez entendu la semaine passée, lui est plus à l'interne. Et il y a aussi Richard qui est dans une équipe de suivi intensif dans le milieu, comme j'étais à l'Institut il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, il faut essayer de faire globalement à quoi ça ressemble, comment ça travaille un père aidant. C'est ça un petit peu, je vais essayer de vous amener un petit peu aujourd'hui. Évidemment, on pourrait en parler pendant beaucoup longtemps. Je vais essayer de synthétiser ça, mais je vais essayer d'aller dans quelque chose, puis vous amener peut-être aussi ce que je souhaite, certaines connaissances au niveau du rétablissement de la santé mentale. Mon titre, que je t'avais de changer, parce que je m'aperçois, ça fait longtemps que je roule avec ça, mais le processus du rétablissement menant à une vie satisfaisante, un chemin de plus en plus emprunté. Emprunté systématiquement par la personne ou par la communauté, je ne suis pas tout à fait sûr, mais des cours comme ici, et on le ressent de plus en plus dans les services, mais on n'est pas rendu, si vous voulez, à ce que ce soit systématique partout, mais ça s'installe. On va pouvoir en parler un petit peu là, de l'historique de tout ça. Vous en avez probablement déjà entendu parler, mais je vais essayer de vous donner mon avis par rapport à ça. Donc, mon plan aujourd'hui pour la présentation, on va essayer d'établir c'est quoi un père aidant. Je vais parler un petit peu de mon parcours expérientiel. Je n'irai pas en profondeur parce que je pense qu'il y a des gens ici qui vivent ça au quotidien, mais ça va être plutôt pour vous démontrer qu'il y a bien des choses qui se ressemblent. Peu importe le diagnostic, peu importe le suivi que tu as reçu. Puis peu importe dans quelle situation dans ta vie, dans la communauté ou auprès de tes proches tu vivais aussi. Par la suite, on va essayer d'aller dans les définitions, dans l'historique, puis on va parler des composantes principales du rétablissement de la santé mentale. Quelque chose que j'utilise beaucoup et qui est présent
à l'intérieur d'un parent aidant quand il intervient. Est-ce qu'on parle du modeling? Il y a aussi le rétablissement puis les composantes qu'on a à l'intérieur de nous puis qu'on a appris dans nos formations puis dans diverses implications. Puis c'est ça aussi le but de la formation aujourd'hui, dans le fond, puis aussi le cours au complet. La clé du succès, c'est assez simple. Puis j'ai amené là, certains exemples d'outils. Même en fait, c'est des outils que je suis en train de développer avec Jean-Félix. Richard, oui aussi, là, mais Richard n'est pas à la même place que moi, mais des choses qu'on est en train de développer, puis qui ont été influencés par d'autres outils là, qui sont faits par des parents aidants, ici au Québec ou ailleurs dans le monde, évidemment. Un intervenant parent aidant, c'est quoi? Hein? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait dans le fond? C'est quoi sa particularité? C'est quoi sa spécificité? Évidemment, ça doit être une personne qui vit un rétablissement satisfaisant, que j'appelle. Hein? Il faut avoir réussi à prendre une certaine distance par rapport à notre expérience parfois difficile, prendre une distance par rapport à la souffrance qu'on a eue, puis peut-être qu'on a encore un peu, mais pas trop, hein, évidemment. Il faut aussi prendre, si à chaque fois que je parle de mon expérience vis-à-vis des gens que je rencontre, vis-à-vis des décideurs, bien, mes journées vont être un petit peu longues. Ça va être difficile. Fait que on réussit à bâtir quelque chose où, quand je parle de mon expérience personnelle, des choses intimes, bien, je ne suis pas affecté par ça. Puis quand j'arrive chez nous, bien, quand j'écoute la game de hockey, j'écoute la game de hockey. Hein? D'ailleurs, c'était pas fort hier, là, mais c'est une autre histoire. C'est un intervenant à part entière qui se réfère à son parcours expérientiel. Ça veut dire qu'on fait une partie intégrante de l'équipe. Hein? On est payé pour le faire. Et on a une place importante dans l'équipe. Des fois, on observe, vous allez entendre, puis ça ne vient pas des parents aidants, ça vient de certains psychiatres que j'ai entendus de voix vive, et aussi différents collègues de différentes professions. Bien, un parent aidant, quand il fait bien son travail, va influencer beaucoup le travail de l'équipe. Souvent, on se réfère au psychiatre dans les réunions d'équipe, qui parfois a son mot à dire. Mais maintenant, le parent aidant et les psychiatres influencent beaucoup les réflexions et les décisions suite aux rencontres cliniques. D'accord? C'est un intervenant qui a reçu une formation spécialisée, comme vous le faites aujourd'hui. Hein? C'est pas, on ne choisit pas un parent aidant par rapport à une personne qui, dans nos services, est gentil, répond bien, collabore bien, on va lui dire, viens, tu vas devenir parent aidant. Non. Moi, je pense que la meilleure chose qu'il faut faire, c'est faire comme la plupart des gens qui sont ici, avoir un intérêt à devenir parent aidant et développer nos capacités, nos connaissances et arriver bien, à bien faire son travail. Ça vous va? C'est un intervenant possédant des grandes connaissances sur le rétablissement de la santé mentale. Son parcours lui a fait apprendre beaucoup de choses. Son bagage, notre sac à dos. Moi, je prétends que ma première épisode a été plus difficile, mais ma dernière a été plutôt facile, même si c'était quand même, exemple, ma dernière hospitalisation. Je savais un petit peu plus où ce que j'étais quand je rentrais à l'unité et je savais un petit peu plus qu'est-ce que j'avais à faire pour aller bien, puis retourner dans la communauté, puis retourner aux choses que je faisais avant. Notre parcours, comparativement à d'autres professionnels, c'est pas vraiment académique. On a besoin de lire, on a besoin d'apprendre un petit peu plus, mais c'est notre parcours expérientiel qui compte. Puis la manière que j'amène ça souvent, c'est
Moi, en 97, ma première hospitalisation, donc mon diagnostic a probablement tombé à peu près en même temps. Aujourd'hui, je l'ai calculé tantôt. Si j'ai bien calculé, ça fait à peu près 185 000 heures que j'étais avec moi-même et gérer au quotidien mon problème de santé mentale. Ça a une valeur et de plus en plus est reconnu. De plus en plus, moi, j'ai eu la chance, puis vous avez la chance aussi de structurer vos connaissances par rapport à votre parcours expérientiel et aussi, entendre les autres. Hein? Entendre Jean-Félix la semaine passée, entendre Richard, et aussi, entre nous, hein, on fait de l'entraide entre pairs et on structure encore plus les choses. Ça vous va? Hey, c'est long, ça? Entre autres, j'aurais aimé ça vous dire, c'est moi qui ai inventé ça, mais c'est pas moi. C'est souligné dans le matériel de formation utilisé par l'organisme Meta en Arizona. Vous pourriez aller voir, Meta fait longtemps que j'avais sorti ça, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils font, mais je suis qu'ils sont pro-rétablissement dans leur formation. Donc, être intervenant par aidant, c'est être expert à ne pas être un expert, et cela demande beaucoup d'expertise. C'est un peu ça. Quand on comprend ça, on devient un bon père aidant, puis on comprend un petit peu plus que c'est accessible pour nous d'avoir un rétablissement satisfaisant. Pour parler de mon parcours expérientiel, je ne tomberai pas dans le témoignage beaucoup. Quand je fais ce type de présentation-là, mon parcours expérientiel, exemple, j'ai la chance d'aller dans des cégeps pour les personnes qui reçoivent des cours en soins infirmiers. C'est sûr que c'est là que le monde me pose beaucoup de questions. Aujourd'hui, on va aller à la salle à la fin de la rencontre, mais souvent, avec les étudiants en soins infirmiers ou autres, je suis plus dans l'échange au fur et à mesure que je fais ma présentation. Fait qu'on reste beaucoup là-dedans. Là. C'est quoi ça, ce bébête-là? Voyons donc, il n'est pas malade, hein? Parce qu'ils ont encore l'image. Puis malheureusement, les personnes qui travaillent en santé mentale, ils n'ont pas beaucoup les personnes qui vont bien, comme moi et comme vous. C'est ceux-là qui sont un petit peu plus pris avec leurs difficultés face à leurs problèmes de santé mentale. Donc, ma première hospitalisation et mon diagnostic, disons, on pourrait dire mon premier diagnostic, parce que j'en ai eu plusieurs, a tombé en 1997. Pendant 10 ans, j'ai eu environ de la difficulté à suivre mon traitement correctement. J'ai arrêté donc la médication souvent, environ une dizaine d'hospitalisations, prise de drogue, plutôt le pot, puis j'en prendrai pas plus. J'ai arrêté d'en prendre, puis je pense pas que le 17 octobre, je vais recommencer à en prendre. Ça a été une clé importante pour moi d'avoir arrêté ça. Mon rétablissement à l'époque, je le considérais satisfaisant, mais en enlevant ça de mon quotidien, mon rétablissement a été encore plus loin. Et ça, c'est quelque chose qu'on apporte en tant que père aidant aux gens qui consomment. On ne leur dit pas d'arrêter, mais par notre expérience, quand je leur dis, moi j'ai consommé puis je te respecte dans ton choix, mais moi quand j'ai arrêté, ça m'a donné vraiment un élan. Puis je leur dis, si tu essaies juste un mois, ou tu donnes le défi d'arrêter un an juste pour voir, tu sais, bien, des fois la personne, ça peut lui prendre un mois, mais peut-être ma petite phrase que je lui ai dit, ça a germé quelque chose. Moi, quand c'était un psychiatre qui me disait, tu devrais arrêter, ouais, tu sais, c'est ça. Tu vas me donner plus de médicaments, c'est quoi, tu sais? Donc, quand c'est en père aidant, c'est un petit peu plus accrocheur au niveau des gens que je vois. Évidemment, ma vie était limitée, j'étais plutôt dans l'isolement, perte de confiance, estime de soi à terre. Il y a aussi la pauvreté extrême. Je me suis ramassé, moi, à l'époque, je travaillais chez M. Moffler, qui était même géré par la famille, donc mon frère et moi, dans le fond, avec l'aide financière de ma famille. Bon, pas très riche, là, je ne viens pas d'une famille aisée, mais en tout cas, il y en avait qui avaient mis leur fonds de pension dans notre idée d'acheter un garage.
Et maintenant, ben, ils sont sur l'aide sociale. Non, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, puis ma pauvreté extrême, moi, je le dis souvent, puis je vous le dis, moi, là, au-delà de mon problème de santé mentale, c'était le petit avant-dernière ligne là que j'ai eu plus de misère à réintégrer la communauté. C'est vraiment là. J'en ai fait des pirouettes pour me rétablir, pour que ça soit satisfaisant pour moi, mais pour sortir, là, la pauvreté, ça a été quelque chose. Puis les gens que l'on rencontre, écoutez, c'est la pression la plus dure qu'on ne peut pas avoir. De ne pas savoir qu'est-ce qu'on va manger. Ou est-ce que je vais manger suffisamment? Puis en même temps, ben, une petite éditoriale, on permet, notre société a décidé d'offrir la médication, peu importe la maladie, aux gens, pour la plupart. Oui, on passe par le privé, les assurances privées ou l'assurance gouvernementale, où on paye un minimum, mais c'est quand même accessible. Il y a des gens qui ont des traitements en santé mentale pour au-dessus de 1 000 $. Par contre, tu arrives chez eux, tu ouvres le frigidaire, il n'y a rien. Fait que ça, un parent aidant essaye d'amener ça au niveau des équipes. Oui, là, vous voulez parler encore d'ajustement de médication, mais là, on peut-tu s'arranger avant là, qu'ils mangent? Parce que là, c'est comme on substitue des choses. Là. Ils ne mangent pas, fait qu'on va on va lui donner plus de médication. Mais je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui dise « Moi, je n'ai pas le goût de manger dans ma vie. » là. Donc, ça, c'est une phase bien importante pour moi. Là, quelque chose que je sais qui est un levier important pour qu'une personne puisse se rétablir d'une façon satisfaisante. Puis, comme je disais tantôt, perte de confiance. Pourquoi 10 ans d'instabilité? Aujourd'hui, je comprends quelque chose. Moi, parce que j'avais des gens dans ma famille qui avaient aussi des problèmes de santé mentale qui ressemblent aux miens, quand ça est venu à mon tour, ben, je m'ai comme réalisé que moi aussi j'avais besoin d'aide, hein, que ça ressemblait à ce que ma tante avait vécu. Fait que je suis allé vers mes proches, je me suis dit non, ça va pas. Et dans les 48 heures, j'étais rendu à l'hôpital. Parce que ma famille connaissait ça un peu. C'était pas surprenant. Mais en même temps, ben, ce qui a amené, c'est que moi, dans mon idée de génie, de savoir que j'avais un problème de santé mentale, voire peut-être de m'avoir auto-diagnostiqué, ben, je suis venu avec une idée de grandeur qui disait, ben, la psychiatrie, ils font fausse route. C'est pas comme ça, je vais leur montrer. Je m'ai pris comme un lab pendant 10 ans, leur montrer qu'il y avait une autre voie que la psychiatrie. Puis effectivement, il y a bien d'autres voies, mais moi, je pense que pour moi, la psychiatrie a quand même son mot à dire dans ma qualité de vie que j'ai aujourd'hui, mais ce n'est pas juste ça, ce n'est qu'une partie. Ça vous va? J'aimais mes moments d'hyperstimulation. Moi, quand tu n'as pas d'énergie pendant un mois, tu peux m'emmener, tu te ramasses avec plein d'énergie, où ce que de manger et dormir est plus ou moins important. L'important, c'est que ça roule, puis tout ça. Ben, moi, j'aimais ça. Je voulais rester là. Puis à travers le temps, ben, je faisais des rechutes. Là, je me disais, bon, je vais essayer de retourner en haut, puis peut-être que je vais me maintenir, puis je vais être efficace et un homme extraordinaire, voire au-dessus de tout le monde. Là. Fait que, évidemment, j'ai essayé plusieurs fois, puis ça ne marche pas. Je préfère être comme que je suis aujourd'hui. Je ne suis pas high aujourd'hui. J'ai peut-être l'air d'un gars high, là, mais je ne suis pas high. Donc, comme je disais tantôt, là, la pauvreté aussi là, était quelque chose de beaucoup important. Puis que je considère important par rapport aux gens que je rencontre, puis par rapport aussi aux services qui devraient être déployés dans la communauté. Rotation constante de professionnels aussi, là, j'en ai eu des psychiatres, parce que je déménageais l'autre bord de la rue, puis en tout cas, plein de circonstances qui ont fait que je n'ai jamais eu un psychiatre pendant plus que 6 mois, 1 an. Là.
Fait que ça me mélangeait un peu, tout le temps un peu en train de recommencer. Bon. Le rétablissement, c'est quoi? C'est ça qu'il faut qu'on réussisse, puis que vous réussissiez à faire à travers les semaines, c'est définir vous-même, à l'aide de ce que je vais vous présenter et que vous allez voir au fur et à mesure, de mettre des mots, dans le fond, sur ce que vous avez besoin pour vous rétablir. Puis, en fait, vous allez voir des choses. Ah oui, moi, ça a été important. Je me suis beaucoup impliqué dans cette sphère-là du rétablissement. Ça, c'est la définition mondialement reconnue par moi-même. C'est moi-même qui l'ai écrit. En fait, pour moi, il y a beaucoup de monde qui ont fait une petite définition du rétablissement. Moi, en 2011, j'ai décidé, ça c'était pas mal à mes débuts, là, quand j'ai commencé à être intervenant, décidé d'en établir une, avec toutes les connaissances que j'avais eues depuis 2009, parce que j'avais été formé en 2009. On va la lire. Le rétablissement est une voie qui nous mène vers une vie en contrôle. Son tracé contribue à reconquérir nos habiletés et nos forces que nous croyons à un certain moment de notre vie perdues à jamais. C'est important, ça. Quand on est dans la souffrance que peut apporter nos symptômes, ou peu importe, ou nos suivis, ou nos relations avec les autres quand on a un problème de santé mentale, quand on est dans la crise, on pense vraiment que toutes nos capacités, on les a perdues. Puis au fur et à mesure, dans le rétablissement, on s'aperçoit qu'il n'était pas si loin. Parce que l'homme que j'étais peut-être dans les années, mettons, 90, ressemble beaucoup à l'homme qui vous voyez aujourd'hui. D'accord? Donc, travailler avec les forces, c'est bien normal. Hein? Donc, ça, puis c'est pas clair pour les personnes. Mettez-vous, quand on est dans nos moments un petit peu plus dépressifs, là, tout est fini pour nous. Là. Hein? Puis c'est dur à faire comprendre à la personne, tu es capable d'en sortir. Puis ils vont dire, non, moi, je ne serai pas capable. Puis au fur et à mesure, quand les pères aidants, les équipes clientes sont présents, et il y a des choses qui peuvent se produire. Et qui se produit? C'est un mouvement qui nous permet de rencontrer des opportunités nouvelles ou tout simplement mises de côté. Adhérer au rétablissement fait baisser l'impact de la santé mentale pour faire place d'abord à notre personnalité et le rôle que nous souhaitons jouer dans la communauté. Moi, je suis passé dans le fond du gars qui, à chaque matin, prenait sa médication, puis tu avais la tempête de « j'ai un problème de santé mentale », là, puis ma personnalité à l'autre bout. C'est comme faire un switch. Ah oui, j'ai un problème de santé mentale aujourd'hui, je ne suis pas guéri. Hein? Je suis en rétablissement satisfaisant. Mais ma personnalité est là, mon problème de santé mentale est en périphérie, dans le fond. OK? En le vivant au quotidien, on parvient à éclipser les souffrances traumatisantes vécues pour mettre en avant-scène le pouvoir sur sa vie, ses rêves et son projet de vie propre à sa personne. Ça va? Un grand changement de paradigme, le rétablissement. On parle du rétablissement, ce que Jean-François a exposé ce matin, c'est ça, c'est déployer. Puis c'est normal parce qu'évidemment, je suis là avec vous, pas ici, mais en écoute au travail pour la formation. C'est sûr qu'on se dit, ouais, mais moi, c'est pas tout à fait comme ça que je m'ai fait traiter. Là. Hein, quand on s'est présenté devant un médecin, c'est vraiment pas comme ça que je m'ai fait traiter. Mes droits ont été bafoués et tout ça. Et c'est un peu encore comme ça. Mais c'est un grand changement, un grand changement de paradigme. Parce qu'avant, c'était beaucoup paternaliste. Et vous l'avez entendu, et vous l'entendez peut-être de certains de vos proches. Prends ta pilule, prends ta médication.
C'est discours populaire. Moi, on m'a dit souvent, quand tu prends ta pilule, Benoît, ça paraît si tu vas bien. Puis on me l'a dit aussi, Benoît, tu prends ta pilule, ça paraît, mais ça faisait 1 an que je l'avais arrêté, ma maudite pilule, tu sais. Mais je ne disais pas un mot, hein. Fait que tout ça est en évolution. Nous, les pères aidants, on a une place privilégiée puis les pères et on a une place privilégiée qu'on doit prendre et qu'on veut qu'on prenne aussi. Tranquillement, hein, ça se déploie. On n'y va pas en confrontation, nous aussi. On s'attend dans notre quotidien à avoir des choses qui nous brusquent. Je suis sûr que Jean-Félix, quand il se déplace à l'urgence, il voit des affaires que c'est pas évident. Hein? Il voit des actions de personnes, des professionnels qui disent « Ouf, pas trop rétablissement ». Mais c'est à travers le temps qu'on va faire évoluer les choses. Nous, les pères qui s'impliquent dans la communauté, au niveau des pères aidants, on a décidé d'aller dans le réseau, peu importe comment il est, puis essayer de le faire changer. En sachant très bien qu'au quotidien, là, il y a des choses qui vont nous bousculer un peu. Puis à travers le temps, on va influencer les services et on le fait. On le fait. Mais on n'a pas pris le contrôle encore. Les médecins ont encore beaucoup de place à prendre. Les gestionnaires ont encore beaucoup de place à prendre. Puis nous, ben, ils nous écoutent de plus en plus. Ça vous va? Puis c'est ça, hein? En fait, là, avant les années 90, c'était encore beaucoup paternaliste. C'était pas encore clair que la personne pouvait se rétablir. C'était satisfaisant pour les équipes cliniques, même jusqu'en 2005. C'était satisfaisant cliniquement que si la personne n'était pas dangereuse pour elle ou pour autrui, tout était correct. Les équipes avaient fait leur travail, quitte à ce qu'ils soient dans un 1,5, peu d'énergie, à écouter le hockey, top modèle, des choses comme ça. Là. Vous me comprenez? Aujourd'hui, ça va plus loin. Donc, à partir de 90, avant 90, il faut le dire, il y a des gens comme nous, on parlait de « nothing for us without us » tantôt. Là. Je ne sais pas si vous avez vu ça, là, mais les survivors, YMCA, les AA, tranquillement, il y a du monde qui lève la main, qui disent « Moi, j'ai un problème de santé mentale, mais j'ai une famille, puis je suis content, je vis bien. » Et tranquillement, le rétablissement, c'est fait. Dans le fond, la genèse, moi, ce que je comprends, peut-être d'autres vont dire autrement, mais la genèse du rétablissement, et ça vient de nous. Moi, ce que j'ai appris, c'est surtout à travers mes pères qui ont été chercher d'autres connaissances qui me les ont transmises. C'est ce que je souhaite faire un peu avec vous aujourd'hui. Ça va? Dans les années 90, là, on commence. Là, il y a de la littérature qui commence vraiment à définir le rétablissement puis voir que c'est quelque chose d'important à inclure dans les services. Puis, ben, en 2005, les lectures de Jean-François ce matin le définissaient très bien là, dans le plan d'action où ce que ça l'a apparu. Ça se met en place. Et il y a beaucoup de travail à faire aussi. Mais au moins, tout est écrit, tout est officiel. Ça vous va? On va embarquer dans les composantes du rétablissement. Il y a, en 2006, le SAMHSA, le Substance Abuse and Mental Health Services Administration, a organisé une conférence. Suite à cette conférence-là, qui avait, dans le fond, dans la salle, effectivement, de nos pairs, effectivement, des personnes pourvoyeurs de services, évidemment des chercheurs, des médecins, et aussi des élus, et tout ça. On a pris environ 110 personnes, 100 personnes, pour travailler par la suite à qu'est-ce qu'on a besoin pour faire du rétablissement. Oui, intimement, qu'est-ce que la personne a besoin, mais qu'est-ce que la société, la communauté dans laquelle on vit a besoin d'offrir pour qu'une personne puisse se rétablir dans la communauté. C'est quelque chose qui, en tout cas,
que j'ai vu souvent à travers des différents, qui est beaucoup repris à l'international. D'ailleurs, je suis content, c'est ma première conférence internationale grâce à Jean-François ce matin. Merci Jean-François, qui est au Uruguay. Donc, voilà. J'ai un court tableau, on va y aller plus en profondeur un à un. Là. Ça, c'est les 10 qui ont sorti. Quelque chose, tout de suite en partant, qu'il faut aussi établir, c'est que peut-être qu'il manque la lutte contre la stigmatisation là-dedans. On le voit, là. On le voit dans le respect là, qui en parle. Mais je pense que c'est quelque chose qui aurait dû être un 11e, là, en tout cas ici là, et ailleurs. Je pense que c'est une clé importante. Bon. Là, dans le fond, là, je suis allé chercher les définitions qu'ils ont établies. C'est Charles Rice qui les a traduits librement, dans le fond, qui est une personne très impliquée ici au Québec, au niveau du rétablissement, entre autres, et dans le communautaire. L'autodétermination. Pas évident, hein, ça? C'est pas clair quand on arrive à l'urgence, l'autodétermination. Mais elle doit être présente. Comment ils définissent, eux autres? Les personnes utilisatrices de services exercent leur choix et déterminent leur propre chemin conduisant au rétablissement en maximisant leur autonomie, leur indépendance et leur contrôle pour accéder à la vie qu'elles décident elles-mêmes. Par définition, le processus de rétablissement doit être dirigé par la personne elle-même qui définit son projet de vie et conçoit la trajectoire idéale pour y parvenir. Comment on peut démontrer ça dans les services? C'est qu'aujourd'hui, les plans d'intervention sont surtout, ce qu'on souhaite, c'est surtout qu'ils soient faits par la personne, que ça vienne de la personne. L'idéal, c'est elle qui l'écrit. Pour la plupart du temps, c'est moi, quand j'en ai à faire, c'est la personne qui l'écrit. Vraiment impliquée. Hein? Puis, éviter d'induire à la personne des choses qu'elle devrait faire. Des fois, c'est difficile. Hein? Mais moi, en tant que père aidant, là, des fois, je dis « Oh mon Dieu, c'est qu'ils se mettraient à faire du sport. » Mais il ne faut pas trop les influencer. Il faut que ça vienne. Hein, si la personne dit « Je veux retourner aux études », mais dans le fond, c'est juste parce que sa mère, ses proches, ses professionnels qu'elle rencontre, soient tellement qu'elle retourne aux études, ça ne marchera peut-être pas tant que ça. Par contre, si une personne dit « Moi, je veux être au moins 1 an sans retourner à l'hôpital », bien ça, il y a des affaires concrètes qu'elle peut faire. Puis ça vient d'elle. Puis c'est aussi une aussi bonne réussite que d'avoir retourné au travail. Ça vous va? Individualisé et centré sur la personne. Différents parcours s'offrent aux gens pour qu'ils se rétablissent. S'appuyer sur leurs forces, sur leur résilience, autant que sur leurs besoins, leurs préférences, leur expérience, comprenant les traumatismes qu'ils ont vécus, leur bagage culturel, etc. Les personnes définissent le rétablissement comme un cheminement continu et un résultat à atteindre permettant d'obtenir un mieux-être et une santé mentale optimale. Pour moi, ça veut dire de considérer le bagage expérientiel de la personne. Hein? Je suis le meilleur expert pour savoir qu'est-ce que j'ai besoin. Aujourd'hui, j'ai mon mot à dire quand je vais voir mon médecin par rapport à ma médication. Exemple. Hein? C'est sûr, par contre, que si à un moment donné, il arrive quelque chose, puis que je perds le contrôle, puis je retourne dans mes symptômes, puis j'oublie, j'ai perdu les moyens que j'avais pour les contrôler, tout ça, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il prenne des décisions à ma place. Hein? Que ce soit des proches ou des professionnels. Hein? Je vois très bien un de mes proches arriver, comme qu'il faisait dans le temps, Benoît, c'est là, on s'en va à l'hôpital. Hein? Heureusement, quand ça arrivait, ça faisait une couple de jours qu'on en parlait. À un moment donné, il prenait la décision de dire « OK, Benoît, c'est là, l'auto est là, viens-t'en, on y va là, parce que sinon, mon histoire n'aurait jamais fini. » J'étais assez exceptionnel quand je suis high.
Bon, voilà. C'est pour ça que j'ai mis une petite parenthèse qui venait de moi, là, de vraiment savoir que la valeur du parcours expérientiel doit être mise de l'avant et considérée, peu importe dans quelle situation qu'on se trouve. D'ailleurs, on le retrouve aussi dans les plans de crise qu'ils appellent. 10 minutes. Mon Dieu, OK. C'est donc bien, ça va vite, hein? OK. Je m'en allais dire quelque chose, mais c'est pas grave, on va passer à l'autre. L'empowerment, bien important. L'empowerment, c'est un levier bien important du rétablissement. Il y en a deux pour moi et pour plusieurs importants. L'espoir, qu'un père aidant peut apporter, et aussi prendre pouvoir. Hein? Donc, la personne utilisatrice a la possibilité de choisir parmi un inventaire d'options et participer à toutes ses décisions, y compris l'allocation des ressources. Pas toujours clair quand on a une ordonnance de traitement, par contre. Fait qu'il faut y aller là-dedans. Hein? Quand un père aidant arrive avec une personne qui est en ordonnance de traitement, son but, c'est d'influencer l'équipe, que notre travail, c'est qu'il ne soit plus dans 2 ans, quand ça sera fini. C'est ça le but de l'équipe. Il faut s'assurer que l'équipe comprenne ça. Pas de travailler de coincer la personne pour être sûr qu'il va être encore sur ordonnance dans 2 ans, exemple. Vision holistique, globale. Hein, il n'y a pas juste, comme tantôt on disait, il n'y a pas juste la médication qui compte, pas juste les services. Où est-ce qu'on reste? Est-ce que je suis capable de me transporter? Ce n'est pas évident là, présentement là, pour une personne sur l'aide sociale de prendre l'autobus. Là. C'est 6,5 piastres aller-retour. C'est dur de se faire rembourser. Donc, à ce niveau-là, il faut assurément que la communauté offre de la diversité aussi. Caractère non linéaire, c'est pas, contrairement à d'autres sphères de la santé, la rechute, pour moi et pour certains, est encore présente. Ça se peut. Moi, je vieillis à tous les jours. Je suis influencé par bien des affaires. Le 17 octobre arrive. Non. Mais en fait, c'est ça. Hein, moi, on évolue à travers le temps dans une amélioration de continu de notre condition de vie, mais il y a des journées que c'est plus dur que d'autres. Là, imaginez-vous pas que je suis tout le temps à palais comme ça dans ma vie. Là. Il y a des fois, là, je suis un petit peu couch potato aussi. L'important, quand tu sais ça, c'est qu'aujourd'hui, je couch potato, mais je ne changerai pas ma vie, puis je sais que c'est juste temporaire. La même chose quand tu te retournes à l'hôpital. Si tu sais maintenant, avec l'expérience, que ouais, ça va être difficile, peut-être ça va être 1 mois, peut-être ça va être 2 jours, mais je sais que je vais m'en sortir. Pas toujours évident pour la première épisode, là, hein? Quand tu te ramasses en isolement, là, c'est quand est-ce qu'elle va réouvrir cette porte-là? Là? Hein? Pas évident. Aujourd'hui, si je me ramasse en isolement, je sais qu'elle va réouvrir cette porte-là, même si ça va être aussi traumatisant que les autres fois. OK? Cheminement axé sur les forces, basé sur ses talents, ses habiletés, ses valeurs. C'est important. Aujourd'hui, quand on fait des présentations de cas, il faut faire bien attention pour tous les professionnels. Le père aidant les influence là-dedans. Quand on fait un nouveau cas qui arrive dans l'équipe, c'est « Ah oui, tel diagnostic, a perdu son emploi, toutes les affaires négatives qui ressortent. » Mais là c'est « Wow, 1 minute, qu'est-ce qu'elle a fait dans la vie, là? On peut-tu s'occuper de ça? Elle a des enfants? Elle a des études? Elle a travaillé? C'est un artiste? Elle a écrit un livre? Hein? » C'est ça, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Ce n'est pas sur ses limites, mais plutôt ses capacités. Ça, c'est très clair dans le plan d'action et ça commence à être beaucoup intégré. L'entraide entre pairs, évidemment, s'entraider entre nous. On a du fun à jaser entre pairs aidants, hein? On a du plaisir. Il faut faire une différence. Par exemple, l'entraide entre pairs signifie ici et de l'intervention par les pairs. Hein? L'entraide entre pairs, c'est une journée, c'est Jean-Félix qui reçoit, puis dans la même journée, à un moment donné, ça peut revirer, puis Jean-Félix peut
peut aussi se référer à moi pour essayer de dénouer un impasse ou quelque chose comme ça, là. Tandis que l'intervention par les pairs, ben, c'est une valve unidirectionnelle. Ça veut dire qu'elle va juste d'un bord. Hein? C'est la personne. On est l'aidant toujours, en tant que père aidant. Quand j'ai des mauvaises journées en tant que père aidant, qu'est-ce que je fais? Je reste chez nous. C'est la première affaire à faire. Et s'il y a un petit quelque chose, je vais me référer à Jean-Félix, puis j'imagine que Jean-Félix va faire la même chose parce qu'on travaille dans le même milieu. Peut-être Isabelle aussi. All right? Le respect, c'est là que la stigmatisation, on en parle un peu. Évidemment, c'est ça, quelque chose de très important pour un père et très sensible à travers son travail aussi. On va en entendre des affaires irrespectueuses parfois. Et ça, ben, c'est à nous à tenir le fort, faire attention à ça, choisir nos batailles et tout ça, mais d'inculquer ça tranquillement. Et on ne se fâche pas à chaque fois qu'on entend quelque chose d'irrespectueux, parce que des fois, on n'arrêtera pas, mais on a nos statements au bon moment qu'on fait. Et les gens aussi, on est souvent appuyés par d'autres professionnels qu'eux autres aussi trouvent que parfois une personne est peut-être irrespectueuse. D'accord? Ça existe malheureusement. Responsabilité, ben oui. Ben oui. Il faut qu'on soit un petit peu responsable. J'ai pris mes responsabilités quand j'ai décidé d'arrêter de consommer, exemple. À un moment donné, j'ai décidé, à peu près en même temps que ma médication, je vais la prendre maintenant. J'ai réussi à optimiser ma médication, c'est-à-dire travailler avec le médecin pour, au lieu de recommencer à chaque année, que là, ça fait plusieurs années qu'on la travaille, que j'étais en ajustement tout le temps. Hein? Elle a été ajustée il n'y a pas si longtemps, elle va probablement l'être un autre moment donné, mais on travaille ensemble. L'espoir, évidemment. Le levier important pour un père aidant, des fois, juste sa présence amène l'espoir. Avec humilité. Hein? C'est sûr qu'un père aidant, soyez certain qu'on est égal à égal. Hein? La clé du succès, la voilà, selon moi. C'est à travers l'enseignement au niveau universitaire, à travers la communauté, à travers des proches. Il faut que tout le monde soit sur la même page. Mais si on travaille rétablissement, puis on met le pouvoir entre les mains de la personne, et les proches ne sont pas au courant de ce concept-là du rétablissement, il va y avoir quelque chose, un clash entre le rétablissement et le discours des proches qui est « si tu prends tes pilules, tu vas bien aller hein? ». Ou bien le fait que « ah, il a essayé d'aller aux études » ou « il a essayé d'aller travailler, mais ça n'a pas marché ». Puis là, ils veulent qu'il ferme le livre au complet pour toujours. Ben non, on va réessayer. Moi, au projet Chez Soi, on a logé et relogé des gens, puis après ça, à la troisième fois, ça marchait. Fait que ça ne veut pas dire qu'une personne, ça n'a pas marché une fois, que, ben là, OK, on réessaye, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire mieux. La personne regarde, puis souvent, ils vont reconnaître, ah oui, il faut que j'évite d'inviter mes chums de rue, exemple, chez moi. Il faut que je m'assure que chez moi, c'est un endroit, pour moi, sécuritaire. Donc, c'est une clé importante, puis quand ça vient d'eux, ben c'est clair. Un petit exercice. Vous essayerez vous aussi aujourd'hui. On ne le fera pas là parce que là, il ne reste pas grand temps. Mais si on aurait le temps, on l'aurait peut-être fait. Mais essayez de, pour vous, là, avec ce que vous avez entendu depuis le début des cours et référez-vous aussi à votre expérience. C'est quoi le rétablissement selon vous aujourd'hui? Puis regardez-vous, par exemple, là, à la fin du cours ou dans quelques années, voir qu'est-ce que ça a l'air, si ça a évolué. Vous allez peut-être vous apercevoir que, dans le fond, vous étiez dedans. Oui. J'ai des manuels aussi là, en français qui sont faits par Le Pavois qui aident à faire des exercices au niveau... moi, je me sers beaucoup à m'inspirer là, pour faire des exemples des groupes ou des outils par aidant. Donc, il y a beaucoup de choses. Hein? Donc, celui-là, entre autres, il y a... Vivre son rétablissement aussi, qui est intéressant, qui est un petit peu plus individuel, mais qui est inspirant aussi pour faire des choses pro-rétablissement. Et il y a aussi Mieux vivre avec les voix, qui est un petit peu inspiré des groupes d'entendeurs de voix, là, qui vient de Enter Voice au niveau international.
qui est de plus en plus implanté là, avec le réseau d'entendeurs de voix Québec, comme ça qu'on l'appelle, hein, Richard? De plus en plus, il y a des groupes d'entendeurs de voix là, qui se déploient là, à travers à Montréal. 7-8 groupes à Montréal. Donc, voilà. Je ne sais pas si on peut revenir. Je vais juste montrer deux petites affaires que moi et Jean-Félix, on est en train de travailler sur le... Voilà. Des petites affaires simples des fois. Puis des fois, c'est plus aller dans des petites affaires simples, mais intéressant pour le client. Ça, c'était avec René Marc, qu'on avait travaillé justement de faire un filet de sécurité pour la personne. Comment je suis quand je vais bien. Puis pour maintenir mon équilibre, je fais quoi? Quand je vis des moments difficiles, ça ressemble à quoi? Ce que je fais pour aller mieux. Puis à la fin, j'ai besoin d'aide quand je. Et le dernier, qui était une affaire que j'avais un petit peu de retenue, qui était pour ma sécurité, je comprends que on a mis, parce que c'était pas encore terminé au complet, ce filet de sécurité-là. Là. On était comme, dans le fond, c'est, si tu vas pas trop bien, l'équipe va peut-être prendre des décisions pour toi. Et ça, ben, on nous demandait de le mettre. Fait que ça, des fois, c'est des petits compromis qu'un père aidant fait. Puis, dans le fond aussi, on travaille en équipe. Hein. On n'est pas d'un silo à part des équipes. Fait qu'il faut aussi penser à nos collègues de travail. Voilà.